Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental, le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Gagner, c'est mental. Comme vous le savez, j'ai toujours pour habitude de vous partager soit des méthodes, soit mes postures, ou alors voire même des histoires inspirantes. Et encore aujourd'hui, depuis peu, on a partagé l'histoire d'Aurélien Marchesi qui est responsable performance, et aujourd'hui, je vous repartage une autre histoire inspirante. C'est un très grand plaisir pour moi, pas de vacances, on s'arrête pas, et ça vous permettra de pouvoir justement vous partager cette nouvelle histoire. Mais avant, je préfère introduire tout ça. Imaginez-vous, gardien, et un attaquant qui se présente face à face. Un arrêt, le succès. Un but encaissé, tout s'effondre. Être gardien, c'est porter le poids de l'erreur et apprendre à s'en libérer. Avez-vous déjà senti ce moment où tout repose sur vos épaules? Cet instant où une décision change tout. Et c'est justement ça que je veux voir aujourd'hui, que je veux vous offrir à mes auditeurs et auditrices, c'est de plonger dans l'intimité du mental d'un gardien. Explorer comment être à l'abri ne vient pas de l'absence de risque, mais de l'entraînement intérieur. Et pour ça, j'ai un invité exceptionnel. Je suis très fier de vous l'annoncer. Un ancien gardien de but professionnel qui est... Écoutez, je m'appelle Nicolas Ardouin, j'ai 47 ans, je vis sur Bordeaux. Effectivement, comme le dit Vincent, je suis un ancien gardien de but professionnel. J'ai été formé au Girondins de Bordeaux pendant plus de 4 à 5 ans. J'ai intégré le centre de formation quand j'avais 15 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir une belle carrière, que ce soit en France ou même à l'international sur l'Espagne et la Belgique. L'idée de pouvoir être passionné par ma vie de gardien de but avec tout ce que ça engendre, comme tu l'as très bien dit en introduction, Vincent, le côté psychologique du poste de gardien de but, il est forcément prépondérant, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi. Bref, une belle carrière. On aurait forcément pu mieux faire, mais la carrière est quand même là, avec plein de bons moments, et je pense que c'est l'idée de pouvoir le partager aujourd'hui aussi avec toi, Vincent, et tes deux. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je suis vraiment très fier de t'avoir. Ravi de pouvoir échanger à la fois d'un point de vue mental sur ce rôle bien spécifique qui est le gardien de but, et aussi partager finalement, parce que c'est la première fois aussi que j'ai pas un joueur pro dans mon podcast, mais surtout un gardien de but professionnel. Donc c'est vraiment ça qui aujourd'hui me fait que je suis ravi de t'avoir avec moi. Et justement, l'idée c'est que mes auditeurs et auditrices puissent repartir avec ce regard inédit sur la vulnérabilité et la force. Parce que c'est un peu comme ça que je résume moi finalement le poste du gardien, parce que ça peut aller très vite, quoi. Ce côté où on peut être tout en haut grâce à des superbes arrêts qu'on a pu faire à un moment clé, et on peut être aussi très vite tout en bas parce qu'on n'a pas été au rendez-vous à un moment précis. Donc c'est ça que je veux surtout partager. Ok. Et donc il y a aussi le côté partager aussi des pépites à appliquer à ses propres défis mentaux, parce que justement je trouve que ce rôle est très exposé mentalement, et c'est aussi ça que je veux partager à travers ce podcast. Et enfin, mon dernier point, c'est un lien direct entre le mental, entre le leadership et la résilience, pour que justement ces 3 points-là, qui pour moi sont la pierre angulaire d'une carrière sportive réussie, c'est justement de partager tout ça auprès de mes auditeurs. Voilà, Nicolas, le challenge qu'on se fixe avec plaisir, aujourd'hui. Avec plaisir. Comme on dit, on va tout donner. Ok, super. Déjà, juste avant de commencer, comment toi tu te sens là, Nicolas, là aujourd'hui là? Franchement, je suis à l'aise.
tu m'as mis à l'aise. Je vois qu'on est dans une bonne dynamique et les vibes sont bonnes, donc tout va bien. Super. Eh ben, je te propose de commencer. La première chose que j'aime faire, moi, j'interviewe une personne, c'est de rentrer dans ses origines, sa vocation, et de savoir pour toi, en l'occurrence, qui est l'homme derrière les gants, finalement. Et là, ma première question, c'est, ben, en dehors du terrain, qui es-tu, Nicolas, et qu'est-ce qui t'anime quand tu enlèves les gants? Alors, écoute, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, quand on est un ancien gardien de but, il y a forcément cette dimension d'accompagnement et cette dimension de pouvoir aider, accompagner des jeunes gardiens ou gardiennes de but. Donc c'est aussi, tu vois, une des vocations que moi j'ai actuellement. C'est-à-dire que dès que ma carrière s'est arrêtée, j'ai passé des diplômes pour pouvoir devenir entraîneur de gardien de but de haut niveau. Et il se trouve que actuellement, je m'occupe du pôle féminin des Girondins de Bordeaux, donc tout ce qui est équipe jeune des U19 nationales et de l'équipe première qui est montée en troisième division féminine après les déboires un petit peu du club. Mais ça, c'est un autre Oui, sujet. oui, tout à fait. Euh, mais il y a ce côté transmission pour la simple et bonne raison que bah, tu parlais de la dimension psychologique du poste et de comment un gardien ou une gardienne de but aborde la compétition, la performance, l'échec, enfin tout ce que tu as dit en introduction. Tout à fait. Et ce que je m'aperçois moi, c'est qu'en discutant avec beaucoup de parents ou beaucoup d'enfants ou de jeunes gardiens ou gardiennes, c'est qu'ils sont complètement démunis par rapport à comment accompagner leurs enfants dans ce poste où forcément il est très critiqué, beaucoup plus critiqué que mis en avant. Ouais. Et notamment pour des adolescents, c'est des périodes qui sont compliquées. Donc en fait, pour répondre à ta question, il y a ce côté l'homme derrière les gants, c'est aussi le côté transmission, Tout c'est le à fait. côté rassurant, c'est le côté de dire que ça fait partie du poste et que c'est un gros poste à dimension mentale. Tout à fait. Et voilà, Super, ce que je te dirais super. Non, c'est en très bien. premier lieu. C'est très bien. Moi, ce sur quoi je veux rebondir, c'est effectivement, le premier mot qui t'est venu quand je t'ai dit qui es-tu, c'est cet aspect transmission. Et mon autre question sur lequel je veux rebondir, c'est en quoi c'est important pour toi de transmettre? C'est important de transmettre pour aider et pour mettre les jeunes gardiens et les jeunes gardiennes dans les meilleures conditions. Parce que bah, quand tu transmets, c'est parce que je pense que tu as eu un minimum d'expérience. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre cette expérience bah, pour leur faire gagner du temps. On l'a Bien peut-être sûr. où je me dis qu'à 15-16 ans, si j'avais eu peut-être des conseils comme ça, ça m'aurait peut-être aidé à franchir des caps peut-être un petit peu plus vite. Mm. Et je me dis que si cette expérience-là, on peut la transmettre à des jeunes plus tôt, bah forcément, ce sera bénéfique pour eux. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ben, tu vois, ça me fait poser une autre question, sans transition finalement. C'est que là, aujourd'hui, t'es dans un moment où tu aimes transmettre, et finalement, j'aimerais qu'on fasse un retour arrière, là, cette fois-ci, pour toi, en fait. Quel souvenir ou moment a fait naître, justement, ta vocation de gardien? Est-ce que c'est lié à un élément de transmission ou alors, ou autre? En fait, je pense que c'est assez difficile à expliquer. Mon papa jouait à un niveau départemental, tu vois, j'allais voir des matchs régulièrement avec lui. En fait, j'étais passionné par le foot parce que j'aimais le foot. Avant Mhm. toute chose, j'ai aimé le foot. Et le poste de gardien de but, il est venu totalement par hasard. Pour te donner un exemple, hein, moi, avant d'être gardien de but, j'étais plus dans le champ, sauf que je Ok. pense qu'avec mes pieds, j'étais pas forcément très à l'aise. À un moment donné, on a pris une raclée par une équipe quand on était, je crois, on avait une dizaine ou onzaine, ouais, on était en U10 ou U11. On m'a D'accord. dit, tiens, Nico, essaye dans les buts. Et en fait, ça a été la La révélation parce que je révélation. me suis éclaté, j'ai pris du plaisir. Et en fait, j'ai jamais pu quitter les cages de foot, quoi. Ouais, ouais, c'est top parce que ça me fait le parallèle avec ma propre jeunesse où quand je jouais au foot avec mes amis,
la plus grande difficulté qu'on avait, c'était de trouver un gardien. Ah ben ouais. Et là, t'entendre que toi, t'étais joueur de champ, et que comme ça, tu te dis, bah tiens, on s'est pris une raclée, si je testais justement ce rôle, et au final, ça se retrouve à être finalement toute une carrière sportive derrière, quoi. C'est top. Ouais, comme on dit, faut être là au bon moment avec les bonnes Exactement. personnes. Et là, j'ai une bonne personne qui m'a orienté vers le but. J'aurais pu refuser, mais c'est comme s'il fallait que j'y aille, tu vois. Il y a une sorte d'appel. Ok, nickel. Euh, Tu as parlé lors de ta présentation tout à l'heure que tu as joué dans plusieurs clubs. Tu peux nous en citer quelques-uns? Ouais, bien sûr. Alors, Mm, moi, j'ai été formé au Girondin de Bordeaux mm, en équipe pro. Après, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer en équipe 1. J'ai été plusieurs fois remplaçant en première division, mais jamais eu cette opportunité, tu vois. Parce que quand tu es gardien aussi, il faut avoir ce petit facteur chance pour pouvoir te bien montrer à un sûr, moment donné. bien sûr, Et bien sûr. après, j'ai préféré descendre de niveau jusqu'en niveau national pour pouvoir, en fait, si tu veux, avoir du temps de jeu. Parce que j'avais un gardien qui avait une grande expérience qui m'avait dit, Nico, plus joue. Le principal, c'est que tu joues à ton âge, à 20 ans, il faut que tu puisses jouer. Donc, Mm, j'ai fait ce travail sur moi de me dire, OK, je passe de la Ligue 1 à la nationale, mais pour gagner en temps de jeu. ouais, Donc, j'ai joué 3 ans du côté de Grenoble, du côté de La Roche-sur-Yon. Après, j'ai évolué en Ligue 2 du côté de Valence. ouais. Et, après, moi, mon rêve, c'était de jouer en Espagne et un jour de jouer au Camp Nou. Ça a toujours été quelque chose qui m'a animé. Ok, Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire des essais dans un club d'Espagne qui s'appelle le Deportivo Alavés, qui est en Liga très bien, actuellement. très bien. Et c'est là où j'ai vécu 4 années en Espagne, juste exceptionnelles, Super, franchement exceptionnelles. Et j'ai terminé une année en première division en Belgique avant de super, rentrer sur la super, France. super. Tu as franchement un parcours hyper inspirant. Et il y a quelque chose qui m'a marqué et sur lequel je veux rebondir parce que je m'en rends compte quand justement j'accompagne des joueurs que c'est un élément extrêmement important. C'est la prise de décision. Alors, je parle même pas en tant que gardien, parce que même ça, tu es très exposé, mais là, c'est ta prise de décision dans ton parcours de tu es en Ligue 1 et de te dire, je fais le choix de redescendre en national pour avoir plus de temps de jeu. Et la finalité est que derrière, bah, tu arrives à construire ce parcours que tu viens de nous présenter, tout en sachant que tu avais un gros risque en décidant de vouloir redescendre, tu vois, de niveau. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement inspirant et merci de ce partage parce que euh, les joueurs ou les joueuses que j'accompagne aujourd'hui sont très exposés à la prise de décision, que ce soit sur le terrain avec des prises de décision très rapides, et ou que ce soit même dans leur vie de tous les jours, comme n'importe qui d'ailleurs. Hein, on parle de foot, mais là on est sur l'ensemble des domaines de vie. Hein, et et ça, moi je trouve ça très fort, très puissant d'être capable de prendre ce type de décision, d'en assumer les responsabilités et les conséquences qu'il peut y avoir derrière, pour en plus Mhm. mieux rebondir. Donc Ben, c'est c'est sûr que juste je rebondis sur ça, Vincent. ouais, bien sûr, tu as raison, vas-y. Quand tu prends une décision, tu sais jamais si tu prends la bonne ou la mauvaise au moment où tu la prends. Tu le sais toujours Exactement, qu'après. exactement. Après, c'est juste l'idée de pas avoir de regrets. Mais je pense que moi, tu vois, je me suis beaucoup orienté sur la lecture de bouquins, tu Bien vois, des sûr. choses comme ça. Je pense que faire confiance à ses intuitions, c'est aussi important. Ouais, Et de connaître les bonnes personnes qui donnent les bons conseils au bon moment tout à fait. et d'être bien entouré. Je pense que ça, c'est aussi, je pense, ta vocation de pouvoir aider, accompagner Tout à fait. toutes les personnes dans ce domaine-là Tout à fait. et faire confiance. Il y a des gens à qui tu croises dans ta vie Bien sûr. qui te permettent de dire, OK, lui, je pense que je peux lui faire confiance. Moi, j'ai toujours fait attention à ça. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a permis de prendre des bonnes décisions à certains moments, oui, stratégiques de vie. Bien sûr. Bien sûr. Super. Parce que c'est des super conseils que tu donnes parce que voilà, c'est un sujet tellement important. J'en parle moi dans un de mes épisodes, l'entourage. Donc du coup, dans l'entourage, il y a tout ce qui tourne autour de la rencontre, hein, des personnes qu'on peut avoir près de nous et qui ont un effet positif ou négatif, avec bonne ou mauvaise intention, hein, ça fait partie du jeu, mais qui permettent justement de pouvoir arriver à atteindre ses objectifs, ses rêves, même pour certains. Donc c'est top de Mm. pouvoir partager ça aujourd'hui, Nicolas. Et du coup, bah là aujourd'hui, tu nous as expliqué que tu étais dans la transmission, que justement tu aidais des gardiennes de foot, de ce que j'ai Mhm. compris. Euh,
dans ta vie, on en a un petit peu parlé, hein, donc du coup, je sais que tu fais d'autres activités. Et moi, ma question, avant que tu puisses pouvoir faire un petit parallèle, c'est qu'est-ce que tu reconnais, toi, comme trait de personnalité d'un gardien que justement tu appliques dans ta vie quotidienne aujourd'hui? Bah, je te dirais que déjà quand tu es gardien, très jeune, t'apprends le poids de la responsabilité. Mhm. Et ça, tu l'acquiers très très vite parce que tu sais que tu es le dernier rempart et que malheureusement, si jamais tu fais une erreur derrière, tu n'auras personne pour pouvoir la récupérer et que ça aura malheureusement un incident crucial sur le résultat et donc sur l'équipe qui aujourd'hui, si tu veux, te permet d'être mature beaucoup plus rapidement. Ouais. Et donc, je te dirais que c'est ce qui m'a amené aussi sur l'idée, sur pour, ta question, c'était de. C'était les traits, c'était ma question, excuse-moi pour revenir, Ouais, c'était quels sont les traits de personnalité que tu as développés en tant que gardien et qui aujourd'hui continuent de te servir quotidiennement. Et du coup, tu m'as très bien, tu m'as donné un premier point qui est cette maturité que tu as développée très jeune. ouais, Et c'était ça, voilà. Et donc, tu enchaînais justement sur la suite. ouais, le côté maturité et puis le côté qu'à un moment donné, tu dois prendre des virages dans la vie parce que tu dois faire des choix. Je te donne simplement un exemple. Bien sûr, Euh, Moi, par exemple, le côté familial, cercle familial, pour moi, c'est quelque chose de primordial. bien sûr. Et du coup, à un moment donné, à la fin de la carrière, j'ai vu aussi beaucoup d'entraîneurs Mhm, qui décidaient de passer des diplômes d'entraînement mhm. et d'aller signer des contrats à droite, à gauche. Mais du coup, ce qui se passe malheureusement, c'est que ils partent seuls et ils perdent leurs enfants, leur famille, ils perdent un socle. Et moi, pour moi, c'était quelque chose c'était vraiment un objectif principal, c'est de pouvoir mener une deuxième vie après le foot, mais D'accord, tout en gardant le socle familial. tout à fait. Et donc moi, j'ai fait le choix par exemple, ma femme est bordelaise, de rester sur Bordeaux, de faire des choses autour de Bordeaux, mais de repartir sur une vie complètement différente, mais en gardant ce socle familial. Donc le fait de faire un choix. Voilà, Mhm, mhm, de faire un mhm. choix, d'être Très bien. droit dans ce que tu veux et de savoir exactement ce que tu veux, mais aussi ce que tu veux pas, et de Mhm, se nourrir d'être assez curieux. Donc je te tout à dirais fait. que c'est des choses qui ont été qui sont importantes pour moi. Super, super. Donc je retiens maturité, je retiens aussi faire des choix et ce côté être curieux, quoi. Ouais, ouais. Et derrière ce côté en plus faire des choix, on en revient un peu à ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, hein, mais c'est en assumant le risque qu'il peut y avoir derrière, quoi, en fait. Il y a cette part d'inconnu qu'on ne maîtrise pas et en même temps, ça peut être à la fois être un superbe moment ou alors un bel apprentissage finalement. De toute façon, je pense il y a que des apprentissages. Ça dépend. C'est comme quand tu regardes une pièce de 2 euros. Hein. Toi, tu vois pile, moi, je vois face. Exactement. Mais au bout du compte, on voit une pièce, mais on voit pas la même chose. Super. Et je pense que ça dépend des individus, C'est ça ça. dépend de son caractère, mais de décider vraiment ce que tu veux faire dans la vie, Mm. ce que tu veux et ce que tu veux pas, parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah ouais, euh, je sais pas forcément ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Oui, Et ouais. peut-être s'appuyer sur ça pour créer en fait une structure et un projet de vie. Moi, je me suis toujours beaucoup appuyé sur ça et dans l'idée de pas avoir de regrets. Super. Parce que Mm. tu peux tenter des choses, les réussir, les, les- avoir des échecs, ça fait partie de la vie, mais Tout à fait. t'apprends quoi. Tout à fait. Super. Nickel. Bah, franchement, c'est top ce que tu nous partages. Et là, ça me fait justement sans transition passer sur vraiment les spécificités du rôle de gardien, parce que tu viens de parler d'échecs et, ben, ça fait partie aussi d'un rôle de gardien qui est, comme je le disais, très exposé mentalement, parce qu'on reste sur un sport collectif, hein, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, hein. Néanmoins, on le voit bien aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que un gardien qui n'est pas présent à un moment clé, c'est sur lui qu'on remet la faute. Tu vois? Et ça, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça, malheureusement, aujourd'hui, que sont fait les choses. Donc, du coup, c'est sur ça que je veux maintenant qu'on appuie. On va faire un petit retour arrière par rapport à justement ta carrière de gardien.
Tu m'as parlé, on en a un petit peu discuté en préambule de ce côté où ben, t'en as même dit, t'en as même parlé pendant ton introduction aussi, le fait que tu t'intéressais sur tous les aspects psychologiques parce que tu le sais que ce rôle-là est très exposé mentalement. Moi aujourd'hui, dans ce retour un peu dans le passé qu'on va faire, c'est avant chaque match, toi, quel était l'état d'esprit que tu construis, tu vois, intérieurement pour te sentir bien mentalement? Alors, je suis passé par différentes phases, Mm. moi, par rapport à ça. C'est-à-dire que tu as la phase où tu es jeune et en fait, tu te poses pas de questions parce que tu es dans l'euphorie et que tu te rends pas forcément compte du rôle du gardien et que tu joues par passion sans Mm. penser forcément uniquement au résultat et au rôle crucial que tu peux avoir dans le résultat. Mm. Donc, tu as une phase où en fait, tu te mets aucune pression. Mm. Puis quand tu commences à monter les échelons, tu t'aperçois que bah là, il y a la compétition et que ton rôle il devient de plus en plus important. Et c'est là où tu commences à te dire que bah dans une année, dans une saison, il y a toujours des périodes où tu es plus ou moins bien dans le jeu, dans tes prestations. Et en fait, gérer les moments forts, je dirais c'est facile parce que c'est là où tout va bien. Bien C'est sûr. comment tu gères les moments où tu es t'es dans la difficulté. Donc moi, ça a été beaucoup par le travail, par le fait toujours de m'impliquer dans les entraînements. Ça me donnait confiance et je me disais, OK, si je m'entraîne bien, bah, je serai bien dans ma compétition. Mais après, j'ai eu besoin de travailler sur... mais ça, je l'ai compris très, très, très tard. Ouais. J'aurais voulu, tu vois, on parlait de la transmission, j'aurais voulu le, le, le comprendre avant. Oui. C'est comment dans ta préparation mentale de match, tu arrives à passer du je joue pour pas faire une erreur Mm. à je joue avec énormément de confiance. Et du Ouais. coup, tu vois, cette différence-là, Mm. je l'ai compris que très tardivement. Mm. Je l'ai compris que très tardivement. Donc en D'accord. fait, c'est ça qui, la préparation de match, elle a été faite aussi avec tu vois, l'idée de s'isoler, Mm. l'idée de pouvoir de mentaliser sur des arrêts, des choses positives pour être dans les bonnes dispositions. D'accord, super. Tu as partagé plein de choses hyper intéressantes. Je comprends, moi, que ta manière, toi, de te préparer mentalement passe par l'isolement. Donc, l'isolement, c'est ce côté aussi être dans sa bulle, être Mm. concentré. Et ça, je le fais émerger parce que c'est très important. Il y a différents types de concentration, tu sais, pour chacun des Ouais. joueurs. Certains, d'ailleurs, je le partageais dans un de mes épisodes précédents avec un joueur professionnel qui, lui, aime être dans la relation, aime être dans le côté un peu on se prend pas la tête, on va discuter, on va échanger, on va rigoler, tu vois. Et t'en as d'autres, et c'est un peu ce que toi tu me partages, ce côté où ils ont besoin d'être isolés, ils ont besoin d'être concentrés dans leur bulle, qui va faire que derrière, c'est comme ça qu'ils prennent leur énergie pour être dans les meilleures conditions, dans les conditions de meilleures conditions de match. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ce point que tu partages parce que c'est important de pouvoir démontrer ça, notamment aussi pour les coachs en fait, parce que il faut savoir que les coachs ils doivent aussi avoir cette grille d'analyse parce que finalement chacun fonctionne à la façon dont il souhaite par rapport à ces aspects de concentration, de bulle, etc., d'isolement ou voire même de vouloir s'exposer avec les autres. Et c'est vrai que on peut avoir très souvent ce côté non, reste calme, sois concentré, etc. Alors que finalement c'est sa manière à lui ou elle de se concentrer hein, en fait à ce moment-là. Donc Ah c'est oui, hyper intéressant, ouais. Mm. je pense que s'adapter à chaque personne, chaque profil, moi quand je voyais effectivement dans un vestiaire des joueurs qui racontaient, tu vois, des conneries, qui rigolaient, en fait, je me disais, mais en fait, ils sont complètement à l'opposé de moi. Mm. Ils manquent de sérieux, les gars. Sauf que Ouais, non, c'est ouais. juste qu'ils ont besoin de se préparer et d'enlever ce stress par la rigolade, le fait de Mm. raconter Mm. un peu des histoires ou de faire autre chose. Donc oui, je pense que c'est chacun a sa manière d'aborder les choses, hein. Super. J'aimerais que tu... Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas précisé, pardon, Nicolas, c'est que dans les questions,
que je te pose, il y a des questions d'auditeurs. J'ai oublié de t'en Ouais. parler d'ailleurs. Et en plus d'ailleurs, très spécifiquement au rôle de gardien. Donc ce sont des gardiens qui posent la question. Et d'ailleurs, si j'introduis ça, c'est par rapport à ma prochaine question. C'est que j'aimerais que tu puisses nous raconter, toi, un moment de solitude spécifique justement au rôle de gardien. Et comment toi, tu as géré cette solitude, bien sûr, mentalement. Oh bah là j'ai un exemple très très rapide. Le premier, je te dis le premier qui me Vas-y, vient. dis-moi, vas-y. Ouais. Euh, c'est sur ma dernière année de contrat quand je joue en Belgique. On joue un match à Anderlecht Ouais. et bon, le stade, bon, beaucoup de monde, super ambiance et tout. Et en fait, ma femme vient au match, des amis viennent au match et ils viennent sur une tribune qui est juste derrière mon but, tu Ah vois. oui, d'accord, Bon, ah oui, ok. on était en difficulté parce que clairement, il y avait une grande différence de niveau. Et à un moment donné, malheureusement, tu vois, je reçois une espèce de balle en retrait. Mhm. Et là, clairement, c'est comme si le cerveau, il avait fait blackout. Ouais, Et je sais plus quoi faire. d'accord. Euh, Te dire ce qui se passe à un moment-là, je reçois le ballon dans les pieds. Je mets beaucoup de temps à réfléchir pour savoir quoi faire. Je relance, je dégage, bref. Bon, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Je loupe mon contrôle, l'attaquant arrive, il marque le but, et je crois que c'est le cinquième but. Et là, quand tu as eu 40 000 spectateurs qui sont en train de te chambrer, et que toi, tu dis, waouh, l'environnement, il est quand même un peu compliqué. Là, en fait, tu C'est as ça, une sorte de solitude c'est où tu ça. dis, et puis tes potes qui te regardent, qui baissent la tête. Ouais, Là, tu ouais, bon, là, t'es un peu tout seul. ouais. Mais ça fait partie. Donc, c'est le moment, tu vois, que je te partage. Ouais, bien sûr. Et forcément, c'est des moments qui restent gravés. J'en ai deux, trois comme ça qui reviennent. Mais Et comment on rebondit finalement face à ça? Enfin, est-ce que ben, toi, enfin, tu peux à la fois à travers ton histoire, voire même aussi, tu vois, c'est comment toi t'as fait face à ça en fait. sur le coup, je pense que il faut se dire que l'erreur est humaine Ouais, et que ça fait partie du jeu et que ça te construit en fait. ouais, Ça te construit en tant que joueur, ça te construit en tant qu'homme. Et ça te permet de te dire que bah, de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font aucune erreur, j'ai envie c'est de te ça. dire. Super. Je suis toujours passé dans cette idée-là que de toute façon, si tu t'engages dans quelque chose, tu vas faire des erreurs, que ça te construit, il faut en voir quelque chose de bénéfique. Alors sur le moment, c'est dur parce que tu as honte, parce que c'est un moment où c'est super inconfortable. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais en même temps, tu as besoin de ces moments-là aussi pour devenir plus fort. Et puis, j'ai noté ce que tu disais, gagner, c'est mental. Ouais, Pour gagner aussi et pour regagner derrière, ça veut dire qu'il faut que tu vas être en capacité de passer ce moment-là et de passer ce cap. c'est ça, c'est ça. Donc, c'était un apprentissage dur, Hmm. mais comme la vie, hein, il n'y a rien de simple. Ouais, Et ouais. c'est ce qui te fait grandir. Et après, c'est par le travail. C'est le lendemain de te dire, OK, garde confiance et le travail va faire que tu vas passer ce cap-là et le temps fera le reste. Super. Franchement, merci beaucoup pour ce partage parce que je sais pas si tu te rends compte à quel point tu enrichis l'ensemble de mes auditeurs et auditrices de par cette expérience parce que là, on est quand même exposé, mais plus quoi, par rapport à l'exemple que Oui, tu donnes sur gros public, la famille présente, et faire cette erreur qui fait que derrière on est vraiment seul par rapport à ce qui se passe. Là, cet exemple, il y a pas mieux, je pense, comme exemple oui. que tu partages là. Et puis tu vois, je pense que dans ce que tu vis dans la vie, parce que ce soit dans le foot ou ailleurs, il y a des échecs. Je vois dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, moi je suis dans Exactement. l'entrepreneuriat, il y a des réussites, il y a des échecs, mais ça te permet de voir aussi les gens qui sont là pour les bonnes raisons pour toi Tout aussi. à fait, tout à fait. Et je pense que ça, c'est dans ces moments-là aussi que tu vois vraiment les gens sur qui tu peux compter. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pareil, merci encore pour ce dernier point, parce que c'était ma prochaine question autour de la résilience mentale. Comment tu l'as construit? Tu vois, tu as partagé ce moment de solitude qui a été justement une erreur, et comment tu rebondis suite à ça.
Et ce que tu nous partages là, bah, c'est ça en fait. C'est ma curiosité était de me dire comment tu construis ta résilience mentale. Tu as donné déjà des éléments, le fait que l'erreur fait partie du jeu, le fait que tu vois réellement qui est à tes côtés dans ces moments bien précis, tu vois, donc tu as parlé de la famille. Tu vois autre chose, toi, qui te permet, qui t'a permis et qui te permet encore aujourd'hui de construire cette résilience mentale? Alors, le travail, Ouais, je pense que le travail, je me suis toujours dit que dans l'entraînement quotidien, c'était de me donner un maximum de manière à pouvoir être, me mettre dans les meilleures conditions. mmh, Et avec du recul aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose qui aurait pu être, qui je suis sûr m'aurait permis de passer un cap, c'est la lecture. ouais, C'est de lire des livres. mmh, Tu vois, on en reparlera un petit peu, mais dans mon mmh, activité aujourd'hui d'entrepreneur, à côté de l'entraînement des gardiens de but, des gardiennes de mmh, but, mmh. j'ai été mis en relation avec des chefs d'entreprise qui m'ont orienté vers des livres, vers des D'accord. lectures. Mmh, Et en fait, dans ces moments de lecture, ça m'a permis tu vois, par exemple, j'ai un livre qui est ici, qui s'appelle Mental d'un gagnant. OK. Euh, bah tiens, je sais pas s'il est, bon bref, on en reparlera, mais, Ouais, et tu vois, si tu veux, c'est la manière d'aborder les choses dans la vie. Tu as plusieurs manières de l'aborder. Et en fait, je me dis, si j'avais eu cette lecture-là pendant où j'ai passé des heures dans le bus, des heures dans les chambres d'hôtel à écouter des films ou des MP3, je me ouais, dis, si j'avais passé du temps à lire des livres sur mmh, la prépa mentale, sur comment aborder des situations délicates, comment bien sûr, bien franchir sûr. des caps, ben, je pense que à un moment donné, c'est ce qui fait aussi la La différence entre différence. les bons joueurs Mmh. et les très grands joueurs. Ouais, ouais, super. Franchement, merci beaucoup pour ce partage-là aussi, parce que tu prêches un convaincu, là. Forcément, ça fait en plus, moi, partie de mon métier, de mon rôle aujourd'hui, de démontrer que de par, là, toi, tu vas parler de la lecture, moi, j'ajoute la partie accompagnement, de par Ouais, l'accompagnement, finalement, tu vois, lié à la préparation mentale, euh, eh ben, tu permets à la fois d'aller toucher des zones de performance que effectivement on ne touchait pas auparavant, mais aussi de développer des compétences, des habiletés mentales que qu'on ne mettait pas forcément de mots en fait dessus quand on et ça euh, c'est l'une de mes missions quoi. Tu vois, quand j'accompagne ouais, un joueur, c'est vraiment ma raison d'être, elle est là pour moi. C'est ouais. il y a à la fois son projet, lui il vient avec un besoin et du coup ben il souhaite avoir de l'aide par rapport à ce besoin spécifique, mais ce que j'aime c'est aller au-delà de ça, c'est aller à l'origine, de savoir aussi quels sont, sous forme de diagnostic, quels sont ses points forts et ses axes d'amélioration, et d'aller chercher des habiletés mentales qui lui ne le voyait pas forcément et qui va faire que derrière Non, ça mais touche sa performance quoi. ça, c'est certain. Aujourd'hui, moi, je l'ai vu sur toutes mes étapes, notamment au centre de formation. Ça n'a jamais été les meilleurs joueurs qui sont passés professionnels. Mmh, Jamais. mmh, Ceux mmh, qui ont été réguliers, ceux qui ont toujours cru en eux, ceux qui ont toujours bossé, et mmh, ceux qui ont passé les étapes difficiles, mais qui ont toujours été là. mmh, Les très bons joueurs les très bons joueurs ou ceux sur qui on a toujours dit tiens lui il va tout casser, il est hyper bon. Il était bon, il faisait la différence sur le terrain, mais mmh, mentalement il était moins bon que mmh, d'autres qui étaient peut-être un petit peu sous-estimés, mais mmh. qui ont été en fait endurants. C'est ça, c'est ça. Et je pense que Super. ça c'est important. Et sur bon, la prépa mentale, moi j'ai fait j'avais fait de la sophrologie, tu vois, D'accord, d'accord. Mmh. pour travailler ma vision d'avant-match, tu Bien vois, sûr, me bien projeter sûr. sur des gestes positifs, te mettre Mmh. dans une dynamique Tout à positive. fait, Donc c'est tout pour à ça fait. qu'on parlait d'isolement tout à l'heure. Mmh, Mais moi, enfin, sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. mmh, Pour mmh. moi, il y a des clés, mais sur la prépa mentale,
il y a besoin d'un accompagnement et aujourd'hui, pour moi, c'est primordial. Super, super, nickel. Eh ben écoute, on en sait un petit peu plus maintenant sur toi, les défis que tu as pu avoir avec le superbe exemple que tu as pu nous donner et aussi ta posture mentale de gardien. Merci pour l'ensemble de ce partage. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet maintenant qui est, je ne veux pas te le cacher, un parti pris que moi je prends et tu me diras toi ce que tu en penses toi par rapport au rôle du gardien. Euh, En fait, le rôle du gardien, il y a d'autres rôles aussi dans le football hein, qui vont dans ce sens-là, mais je trouve que en termes d'interaction, en termes de leadership, il doit avoir quelque chose, on va dire, de spécial. Quand je dis spécial, c'est pas forcément d'inné, hein, c'est parce que ça se construit, hein, mais en tous les cas, qui doit être sensible pour être performant à ces différents sujets. Et du coup, moi, ma question là aujourd'hui, c'est ça que je veux aborder, c'est l'aspect interactionnel, l'aspect aussi leadership que toi tu as pu développer au cours de ta carrière. Et pour commencer, ma première question, c'est toi, en quoi les interactions avec ton staff, quand tu étais justement gardien de but, c'était essentiel à la performance pour toi? Bah, tu sais, moi, à la base, je suis quelqu'un de timide. Ouais, Donc, c'est-à-dire que le lien, m'exposer, prendre le lead par rapport à l'équipe, pour moi, j'étais beaucoup plus à l'aise sur un terrain de foot très bien. que dans un vestiaire ou que dans la vie sociale hors terrain Mm, de foot. C'est-à-dire que le très bien. terrain de foot, c'est un peu un exutoire. Pourquoi? Parce que je me sentais bien Mhm, et que j'étais dans un environnement qui me plaisait, où j'étais moi-même. Et là, j'étais leader. Parce qu'un gardien de but, effectivement, il a besoin d'un certain charisme, tu vois, sur tout ce qui est coup de pied arrêté, tout à le fait. positionnement, il doit donner des directives. Et en règle générale, pour un coach, bah, le gardien de but, c'est un pilier, parce que déjà, c'est le seul avec le capitaine qui peut parler et qui peut donner, hein, vraiment s'imposer sur le terrain. C'est Donc ça. déjà, c'est un rôle clé dans la communication et Tout à fait. dans le Tout à leadership fait. de l'équipe. Et Mm, d'ailleurs, quand tu regardes aujourd'hui, quand un gardien prend un but, souvent, tu as les joueurs qui tournent le dos, qui baissent la tête, et le premier qui harangue ses potes et l'équipe et qui remobilise tout de suite, c'est le c'est le gardien de but, gardien. alors qu'il Ouais, vient de prendre le but derrière. exactement. Tu vois, t'as une différence là. Donc, sur le leadership avec les joueurs, pour moi, un gardien, il doit s'imposer sans être, sans, comment dire, on pourrait, sans Censé être négliger, au-dessus. ouais, Mm, voilà, sans être ouais. au-dessus, Mm, exactement, sans mm, être au-dessus des autres joueurs. Donc, et il doit être en capacité de donner confiance. c'est ça. Je pense que c'est C'est ça. important. C'est Et ça. dans le vestiaire, montrer qui il est aussi. C'est ça, c'est ça. Et justement, c'est super ce que tu nous partages parce que pour moi, c'est ce que je te parlais dans le parti pris que je prenais. C'est ça, en fait, cette spécificité-là. C'est cette notion de leadership. Et tu as parlé, hein, dans ce que je mets derrière leadership, il y a la communication, les interactions, tu vois, il y a aussi d'être capable d'influencer un groupe. Tu as parlé de confiance aussi, donc un élément, un levier fort, puissant, qui permet derrière de se faire confiance mutuellement et à travers cette relation de confiance, de construire aussi cette résilience finalement qui va faire que dès qu'il y a un échec, c'est pas grave, on connaît notre force et on rebondit derrière. Et justement, moi, ma question, la prochaine, c'était le lien que tu fais avec ta défense. Si tu pouvais te donner un peu, être plus précis, toi, sur spécifiquement comment tu construis cette confiance. Je parle de ta défense parce que c'est ton premier rideau, hein. Je suis conscient que la première défense, ça pourrait être l'attaquant, hein, clairement. Hein, j'ai pas de sujet sur ça, mais voilà, je voulais qu'on puisse faire un petit lien sur ça. Comment toi tu construis cette confiance partagée avec ta défense? Ben, pour justement, moi, mes potes ont souvent été des joueurs qui étaient en défense. Pourquoi? Parce qu'on partageait le même objectif, c'est-à-dire qu'on avait un objectif commun, c'était d'éviter à l'attaque adverse de pouvoir marquer des buts et de nous mettre en danger. Donc, C'est ça, ça veut dire que tu crées déjà un objectif commun avec tes défenseurs centraux, tes latéraux, des milieux défensifs et ton gardien. Donc, ça veut dire que tu as un socle de 5-6 joueurs où tu as un objectif commun. mmh, Et quand tu parles à un attaquant d'aller défendre, lui, il va peut-être plus dire non, non, moi, je vais garder des forces parce qu'il faut que j'aille marquer. Mais en même temps, c'est OK parce que chacun ses rôles. Et si tu demandes à un attaquant toujours d'aller défendre, bah lui, il va peut-être s'épuiser à un moment donné, il peut c'est ça, accélérer pour aller marquer un but.
C'est ça. Donc en fait, il faut que tout soit OK. Donc forcément, quand tu partages une idée commune, quand tu partages un objectif commun avec tes défenseurs, ça crée des liens beaucoup plus forts. Tu vois, tu parlais de communication. Je vois des jeunes gardiens aujourd'hui, ben, ils ont peur de s'imposer de par la communication. Et c'est normal parce que ben, il faut sortir un peu de sa zone de Bien confort sûr, par rapport bien à sûr. ça. Hmm. Mais si tu communiques bien avec un défenseur central, que tu lui dis attention, dans ton dos, ça vient, et que tu lui évites de faire une connerie, Exactement. il va dire ouais, merci, merci Hmm. Nico. C'est-à-dire que le jour où toi, tu es un peu en difficulté, bah, il va peut-être se la donner beaucoup plus parce que tu l'as aidé à un moment donné où lui, il était en inconfort. Donc en C'est ça. fait, c'est l'objectif commun qui, à mon sens, permet de créer des liens et Super. de se dire on est tous ensemble. Super. Encore merci pour cet exemple parce que tu as partagé tellement de choses qui résonnent. Je vais refaire un petit retour en arrière quand même. Je parle en ce moment de leadership. Donc dedans, il y a l'exemplarité, il y a la communication, il y a la vision commune que tu as partagée aussi, hein, cet objectif commun. Et ce retour arrière que je vais faire, c'est que, tu l'as dit par toi-même, tu étais quelqu'un de timide, tu vois. Et c'est un magnifique exemple que tu nous partages là. C'est que être timide ne doit pas être considéré comme un frein, en fait, finalement. Parce que la preuve, tu as quand même une excellente carrière derrière toi et je pense que tu as dû développer d'autres aspects suite à cette timidité, tels que justement l'observation, l'attention aux autres, tu vois. Et c'est ce qui te, c'est ce qui te permet, tu me diras si je me trompe, mais voilà, c'est ce qui t'a permis après derrière de faire ce que tu nous as partagé avec j'ai une vision commune avec mes défenseurs. Et là, on se dit que on donne toute notre énergie pour atteindre justement cette vision commune ou cet objectif commun, comme tu disais toi, qui est de ne pas se prendre de but, de bien défendre. Il y a la communication, il y a l'exemplarité. Euh, voilà, moi je trouve ça vraiment très très fort, très puissant ce que tu partages là, et ça montre à tout le monde que c'est pas lié au fait que on peut être réservé, timide ou autre. Ça veut dire que n'importe qui, et c'est là où je veux en venir, c'est que on n'est pas dans des notions où c'est inné, et ça se construit en fait ces choses-là. Ça se construit et ça fait partie aussi intégrante moi de ce que je construis avec les joueurs que j'accompagne, parce que quand tu fais émerger ce genre de choses, on touche la conséquence de ça, c'est qu'on touche à de la performance aussi également en fait. Donc pour en revenir un petit peu à tout ça, du coup, Vincent, c'est que oui, comme moi j'étais quelqu'un de timide, il y a quelque chose qui m'a poussé en fait à sortir de cette timidité, c'est que j'avais un objectif. Et en fait, c'est ça en fait qui m'a toujours tenu et qui m'a toujours permis en fait de sortir de cette zone de confort parce que j'ai un coach à un moment donné qui m'a dit un gardien sans voix, il sera jamais sur du haut niveau. Mmh. Donc du coup, c'est une parole, tu vois, qui m'a percuté et je me suis dit, ok, ben comme je veux aller au haut niveau, je sais que j'ai intérêt à sortir ma langue de ma bouche C'est ça, c'est ça, et à devenir plus leader sur le terrain. c'est ça. Et je m'en rappelle, hein, quand je te dis ça, j'ai encore cette image. J'ai 15 ans et demi, je suis sur les plaines du Haillon en Girondin de Bordeaux et j'ai mon Ouais. coach qui me gueule dessus, qui me dit ah, maintenant tu vas te mettre à parler. Et je me dis ok, là faut que j'y aille. Et, mais en fait, cette timidité-là, elle est sortie parce que j'avais un objectif. Et je le vois moi aujourd'hui aussi, parce que dans les gens que j'aide et que j'accompagne dans le développement de mon projet en parallèle du foot, il Mmh. y a beaucoup de personnes qui ont cette difficulté de pouvoir, tu vois, s'exposer, parler en public, être dans cette dimension de faire des choses qu'ils pensent ne pas être capables de faire. Mmh. Bah, tu dois toujours être en permanence de leur dire, ok, c'est quoi tes objectifs? C'est ton Tout à fait, objectif qui va te permettre de sortir et d'y tout à arriver. fait, Si tu n'as pas tout à fait. d'objectif, tu restes et c'est le calme plat. Ouais, super. J'aime beaucoup le lien que tu fais sur ce qui te permet de sortir de ta zone de confort. C'est l'ambition que tu veux aller chercher, l'objectif que tu veux atteindre. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est clairement ce qui doit driver finalement l'ensemble d'un joueur ou d'une joueuse, quoi. Tu vois, c'est sa motivation, sa persévérance, et donc qui va faire que derrière, on se rattache à cet objectif.
Et ce que j'aime beaucoup, je fais un parallèle rapide aussi sur ça, c'est que cet objectif ne soit pas un objectif lié à des résultats, que ce soit plus un objectif lié à qui tu veux être finalement en étant joueur ou joueuse, quoi. Tu vois, qui tu veux être, quelle est la trace que tu veux laisser, qui va Mhm. faire que on va pas être focus seulement sur du résultat, on va être focus sur tout le processus qui est mis en place pour arriver à atteindre qui je suis. Je fais un aspect très fort sur l'identité parce que c'est pour moi l'une des raisons d'être aussi de la préparation mentale, parce qu'on l'entend encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes connues maintenant qui en parlent sur le fait que ils ont vécu des moments très difficiles pendant leur carrière sportive. Il y a eu aussi l'après aussi à gérer, qui je deviens, et ça, c'est des choses qui se préparent aussi, c'est des choses tout- des sujets qui doivent être mis sur la table très vite sur justement qui je suis en tant que sportif, mais qui je suis en tant que homme ou femme finalement. Ah oui, Mm. et là, pendant la carrière, forcément, c'est évident, c'est simple parce que tu as de la reconnaissance, parce que tu fais un sport et as beaucoup de gens dire t'adules entre guillemets, mais parce qu'ils aimeraient entre guillemets être à ta place, où ils disent tiens comment il a fait. Mais il y a l'après-carrière où là aussi tu retombes un peu dans le néant parce que tu perds tous tes objectifs et tu perds tous tes repères que tu as eu C'est ça, pendant plus de 20 ans. c'est ça, c'est ça. Là, il y a la capacité de se reconstruire des nouvelles perspectives. Tout à fait, exactement, exactement. Et justement, par rapport au rôle que tu occupes d'accompagner les jeunes gardiennes, quel serait, toi, le rituel mental que tu leur transmettrais? Bah, je pense que déjà, c'est de leur donner un maximum confiance, tu vois, au niveau pédagogie. Au niveau pédagogie, je pense que c'est pas un rituel, c'est un environnement en fait. Ouais, Un environnement quotidien. Alors, tu vois, j'interviens entre 2 et 4 fois par semaine avec elles. Et en fait, c'est de les mettre dans des perspectives où il faut être, euh, il faut être un bon pédagogue mhm, parce qu'il faut savoir leur dire les choses pour qu'elles comprennent, mais tout en étant en fait, c'est de la communication. ouais, 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 C'est vraiment de la mm, communication. Donc, je répondrai, en fait, c'est un travail de tous les jours. ouais, C'est ouais, un travail de tous les jours pour les mettre dans les meilleures perspectives, qu'elles aient confiance. Je m'aperçois que quelqu'un où tu lui dis, ouais, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, ben, tu le mets tout de suite dans des bonnes dispositions, tout même à fait, si il est dans un moment qui est un peu plus compliqué. tout à fait. Mm. Et, et je te dirais que c'est pas un rituel, c'est plus un environnement. Très bien, super. C'est intéressant comment tu réponds à cette question parce que je comprends bien que la confiance, alors il y a la relation de confiance, mais aussi la confiance que tu veux prodiguer à travers l'environnement que tu mets en place. Et là, on est typiquement dans des rôles justement de coach, en l'occurrence, et c'est ton cas là quand tu fais ça. Comment je mets en place le bon environnement propice à ce que les personnes puissent s'exprimer librement, et c'est ce que tu parlais en termes de communication, puissent dire les choses, et en même temps sentir que c'est un peu ce que tu parlais aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les résultats. Et ça aussi, c'est très fort pour justement aider à ce que cette personne prenne confiance en elle, mais que cette personne aussi développe cette résilience parce qu'elle sait que dans tous les cas, et on en revient un peu à ce qu'on se disait un peu avant par rapport au moment de solitude que tu nous avais partagé tout à l'heure, je sais que j'ai des gens à mes côtés qui me font confiance, quels que soient les résultats que j'obtiens. Et donc c'est pour ça, je trouve ça fort ce que tu partages. J'ai dit le mot rituel, tu l'as modifié à travers cet environnement, mais ça me va très bien. C'est exactement ça en fait que je voulais aller chercher. Et merci pour cette réponse. Après, il peut y avoir quand même, tu vois, juste si tu veux sur un rituel, il peut y avoir un rituel technique de mise en confiance, tu Ouais, vois, comme des voilà, routines d'avant-match. exactement. Les met dans un rituel d'entraînement ou un rituel, tu vois, un rituel de préparation d'avant-match où tu Tout vois, à pour un fait. gardien ou une gardienne, il a toujours les mêmes habitudes sur l'échauffement d'avant-match. Exactement. Un rituel de préparation avant compétition Tout pour te à mettre fait. dans les bonnes, Tout à fait. dans les bonnes Conditions, ouais. Et ça, c'est ce que tu fais?
Ouais, 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 ok. on a travaillé avec la coach, on a travaillé sur un rituel d'avant-match. Hmm, Qu'elles elles sachent que quand moi je suis pas là, parce que je suis pas hmm. sur tout, Bien sûr, bien c'est sûr. bien aussi de les laisser en autonomie et qu'elles apprennent aussi par elles-mêmes. Hmm, Donc, rituel d'avant-match qu'on a travaillé et qu'elles appliquent parfois quand je suis là, hmm. parfois en autonomie, et ce qui permet en fait de leur donner confiance en se disant bah tiens, je sais que je suis prête pour le Super. coup de sifflet de l'arbitre début de match. Super, nickel. Merci pour ces exemples-là aussi parce que on est clairement sur des notions autour de la comment on programme le cerveau à des choses qu'on fait de manière répétée et qui font que ça devient finalement facile parce qu'on le fait assez souvent et qu'après derrière, ben, quand on est en situation de match, ben, on est capable de pouvoir le refaire aussi assez facilement. Donc j'aime beaucoup cette notion de comment je me mets en condition de confiance avant un match à travers des exercices mis en place. C'est top. Super. Bah Nicolas, on commence à arriver vers la fin. On va cette fois-ci aborder tout ce qui tourne autour d'un bilan. Tu as parlé beaucoup du terme transmission et du coup, bah, on va aussi en parler et tout ce qui tourne autour de la mentalité actuelle. J'aimerais là avoir ton regard sur l'évolution du jeu au pied d'un gardien de but. J'aimerais avoir ton regard sur ça et de me dire que, parce que tu en as parlé un petit peu rapidement où tu disais, bon, le jeu au pied, voilà quoi, tu as été joueur de champ, mais ça, on va pas dire que c'était l'un de tes points forts. Mais maintenant que tu vois ce qu'on demande à un gardien de but, comment toi, si tu l'étais encore, tu adapterais ton style? Bah, c'est vrai que pour répondre à ta question, le jeu au pied du gardien de but, avant le gardien de but, il était juste là pour garder les buts, comme son nom l'indique. Et il restait sur sa ligne, il faisait des arrêts décisifs, il prenait les ballons, il les dégageait, et c'était uniquement un peu son objectif. Aujourd'hui, force est de constater que quand tu vois un gardien recevoir une passe en retrait à 3 ou 4 mètres de sa ligne de but et que tu vois des attaquants qui n'ont qu'une envie, c'est de faire les lions pour lui attaquer les ballons, lui marquer le but, bah, tu dis Exactement. qu'il faut avoir une sacrée capacité à gérer le stress et avoir confiance en soi. Donc ça passe uniquement par le travail et la prise de conscience que le gardien aujourd'hui, avant tout d'être un défenseur, c'est le premier attaquant. C'est un peu comme un numéro 10 parce qu'il doit être en capacité de pouvoir faire les choix vite et de jouer et d'être vraiment très très à l'aise dans le jeu au pied. Donc C'est ça, c'est une évolution aussi des entraînements du gardien de but. tout à fait. Je pense que les évolutions du poste de gardien de but, notamment sur l'entraînement, il y a eu une énorme avancée de ce côté-là. Et je te dirais comment j'adapterais mon style, en sachant que moi j'avais mon pied gauche c'était pour monter dans le bus et le pied droit c'était pour envoyer des frappes à 50 mètres. Je me mettrais sur un travail beaucoup plus rigoureux sur le jeu au pied. D'accord, super. Merci pour ta réponse et c'est très bien dit, hein. Effectivement, l'un des rôles sur lequel il y a eu beaucoup d'adaptation, c'est le rôle du gardien, notamment ces dernières années où, comme tu l'as dit toi-même, on demande à ce qu'il soit un joueur de champ au même titre que n'importe quel joueur de champ sur le terrain. Donc c'est une belle évolution parce qu'effectivement, d'un point de vue spectateur ou téléspectateur, on voit des belles choses, des belles ressorties de balles, etc. Par contre, en termes de risque pour le gardien, waouh, c'est quelque chose. Mais en tout cas, merci pour ton point de vue sur ça. Bien. Et ben, comme je te disais, on arrive à la fin. Là, j'aimerais que tu puisses, toi, me dire qu'est-ce que tu souhaites transmettre finalement à mes auditeurs, auditrices, qui soient jeunes joueurs, parents, coachs, passionnés, à travers ton histoire, qu'est-ce que tu leur transmettrais? Ben, je te dirais, jeune joueur, ce serait déjà de travailler leur confiance à bloc parce que il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le côté technique. Mais si tu as la technique et que tu es dans le doute en permanence, malheureusement, tu peux pas t'exprimer. Mm. Donc, je dirais que ce serait de travailler énormément sur la confiance et sur la technique. Ouais, Maintenant, si j'étais un parent d'un jeune gardien ou du jeune gardienne, moi j'ai de plus en plus de parents qui me sollicitent, notamment sur l'accompagnement, notamment de ce sujet-là, parce que bah, c'est des sujets assez spécifiques. Et du coup, c'est comment tu gères la méforme, comment tu gères euh, la, la, la difficulté, la gestion du stress d'un gardien de but. J'ai beaucoup de parents là qui me demandent, notamment même aussi sur des entraînements, pour accompagner leurs enfants sur ce domaine-là. Donc je leur dirais tout à que fait. trouver les bonnes personnes, mais aussi surtout quand tu es démuni. Moi, je vois par exemple ma fille fait de la danse à haut Mhm, niveau. mhm. Ben, je peux l'aider un peu sur le côté mental, mais je peux pas l'aider sur le côté technique parce que je maîtrise pas.
Bien sûr. Donc en fait, il faut trouver les bonnes personnes pour l'aider à lui donner des clés. Et si j'étais coach, de considérer encore davantage les gardiens. Tu vois, une chose, c'est que moi, je vois trop de coachs qui font par exemple des séances de frappe pour donner confiance à leurs attaquants, mais à aucun moment ils prennent conscience de, tu vois, veille de match par exemple. Veille de match, tu fais des jeux pour mettre en confiance tes attaquants, pour qu'ils marquent des buts, super. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de se dire dans quel état psychologique je mets mon gardien la veille d'un match s'il a pris 50 buts? Donc peut-être de réfléchir à ça. Super, super. Merci beaucoup pour ce point. C'est vrai qu'il est très, très important et je pense que c'est ton regard aussi d'ancien gardien de but qui permet de faire émerger ce genre de détails qui sont très, très, très importants. Merci pour tout ça. Une petite parenthèse, t'es un peu un préparateur mental finalement par rapport à ce que tu fais avec les joueuses là. Ouais, alors c'est des sujets qui me parlent. Franchement, c'est des sujets qui me parlent parce que voilà, des lectures, des rencontres font que et puis le poste de gardien de but fait que de toute façon c'est un poste à dimension mentale. À un moment donné, on en parlait, ce qui fait la différence à un moment donné, c'est que t'es bien, t'es régulier, ça se passe dans la tête. Et je pense que le titre, j'ai noté, j'ai pris des notes aussi dans tout ce que tu disais, mais gagner c'est mental, c'est un peu ce que tu Tout à fait. prônes et moi je trouve que c'est la première base. La première base, elle est là. Super. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout ce que tu nous as partagé, pour toute ton histoire qui est extrêmement inspirante et que tu partages aujourd'hui à tous mes auditeurs et auditrices. Ça m'a fait j'ai eu beaucoup de plaisir pour ça. Ouais. D'ailleurs, un petit mot pour la fin, peut-être, pour toi. Non, j'ai passé un super moment. Si qui a pu être dit et si des échanges permettent de pouvoir, soit des jeunes, des coachs, des parents, de pouvoir voir les choses un petit peu plus claires et de pouvoir passer un step, ce sera gagné. C'est ça, la transmission, comme tu disais au début. Voilà. Super. Du coup, aujourd'hui, Nicolas nous a montré que face au filet, ce n'est pas la cage qui protège, mais l'esprit qui sait la construire. Souvenez-vous, on a parlé donc dans ce podcast de la vulnérabilité du gardien qui révèle autant qu'elle l'effraie. On a parlé de la résilience, elle se forge dans les erreurs assumées et les choix conscients. Et on a parlé également de leadership qui naît quand on comprend que derrière chaque arrêt, il y a aussi un esprit prêt. Alors je vous pose la question, et vous, quand tout repose sur vos épaules, qu'est-ce qui vous permet de tenir debout jour après jour ? Je vous laisse cogiter à ça. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Nicolas sur cet épisode. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, faire en sorte que justement la plupart des personnes, joueurs, pros, amateurs, etc., qui puissent justement être soutenus et surtout par rapport à avoir des conseils d'anciens professionnels, c'est ma mission. Et n'oubliez pas, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.